fondation Kamel Bazra, qui est la fondation qui a créé cet espace ici à Basel, qui nous accueille. Et je voudrais en particulier souhaiter la bienvenue aux membres de Lionheart pour l'humanitaire et le président Joseph Mbala pour leur confiance et pour ce pas de deux que nous sommes en train de faire depuis quelques mois déjà. Et ce soir, au départ, nous voulions avoir une rencontre qui soit tournée vers la manière dont le Ramadan est vécu ici, en Tunisie, par la communauté africaine subsaharienne largement, et notamment par les musulmans, qui sont assez nombreux dans la communauté ivoirienne. Et nous allons essayer aussi d'écouter d'autres voix. De toute façon, Cécile Obono, qui nous fait le plaisir et l'honneur d'animer cette soirée, va nous permettre de mieux connaître les intervenants et les thèmes de discussion. Pour ma part, je voudrais vraiment vous souhaiter la bienvenue de nouveau et vous dire que nous sommes très ouverts à toute collaboration et puis que nous sommes très heureux aujourd'hui d'avoir avec nous El Jakarta et également K-Love pour pouvoir découvrir d'autres talents de cette communauté africaine subsaharienne. Bienvenue donc à toutes et à tous, y compris aux retardataires. Et donc on va démarrer tout de suite avec Cécile. Bonsoir à tous. Une fois de plus, bienvenue. Je vais remercier tout le monde ici présent et aussi je vais remercier les internautes. Aujourd'hui, nous sommes là pour cette rubrique, cette petite émission que nous avons étudiée, qui est quoi, les chercheurs. Ils sont nombreux qui sont venus en Tunisie, ils sont nombreux qui se cherchent en Tunisie, ils sont venus en tant qu'étudiants, ils sont venus en tant que travailleurs, mais aujourd'hui, beaucoup se sont convertis. Ils se sont convertis en quoi? Ils se sont convertis en chercheurs. Chercheurs de quoi? Pas chercheurs scientifiques, mais chercheurs de vie. Chercheurs de vie parce qu'ils sont nombreux qui ont quitté leur pays, qui ont quitté leur famille pour venir à la recherche d'un peu de pain pour leurs multiples familles qu'ils ont ici partout. Et aujourd'hui, dans le cadre des chercheurs, nous allons parler de la période du Ramadan. Comment est-ce que cette période se vit par nos différents frères subsahariens sur le territoire tunisien? Quels sont les défis que ces derniers rencontrent? Quelles sont les réalités qu'ils font face tous les jours? Et comment est-ce qu'ils parviennent à surmonter tout ça? Alors, sans plus attendre, je vais commencer par présenter ma table. Je vais commencer par Adia, qui est ivoirienne. Adia, bonsoir. Adia est une jeune musulmane de la Côte d'Ivoire. Aussi, à côté d'elle, nous avons Saïf. Saïf est comorien. Oui, il est aussi musulman. Et parce qu'il fallait mettre un peu de piquant dans la chose, nous avons aussi invité certains chrétiens, comme Léa, qui est aussi ivoirienne. C'est vrai, aujourd'hui vous allez peut-être me demander, il n'y a pas de Tunisiens, mais nous sommes avec beaucoup de Tunisiens parce que nous sommes sur la terre tunisienne. Et nous savons que dans commun accord, nous allons tous trouver ce qu'il faut faire ou ce qu'il ne faut pas faire pour qu'ensemble nous vivons dans la paix et l'harmonie. Une fois de plus, bonsoir. Je vais passer la parole directement à Olivier. Olivier que je n'ai pas présenté tout à l'heure parce qu'Olivier est le représentant de l'association Lionheart pour l'humanitaire et il est le secrétaire général. Olivier, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot de bienvenue? Bonsoir mesdames et messieurs. Nous sommes très ravis de vous avoir ici ce soir pour un moment si particulier. Nous tenons à vous remercier. Nous tenons à vous remercier du déplacement que vous avez effectué pour passer ce moment avec nous. Je ne saurais débuter mon propos sans remercier M. Atem Bouya, le représentant de la station B7L9, avec qui nous avons planifié cette activité. Pour tous ceux qui ne connaissent pas l'association, je vais vous présenter une brève présentation de l'association Lionheart pour l'humanité. Lionheart pour l'humanité a été créée le 15 juin 2014 et elle est une association à but non lucratif. Je n'omets pas de vous signifier que depuis 2017, Lionheart a l'agrément de l'État pour exercer de façon légale sur le territoire tunisien.
Elle est aussi une plateforme pluridimensionnelle animée par la volonté de perpétuer le développement personnel au-delà des frontières nationales et internationales. C'est aussi un concept qui a pour objectif de stimuler et de révéler le meilleur côté de soi-même. Nous avons pour slogan « Ensemble, joignant l'utile à l'agréable ». Je ne vous mets pas debout devant nous aussi. Nous exerçons dans 3 axes, dont l'humanitaire, la protection de l'environnement et le droit de l'homme. Si nous sommes ici, c'est dans le cadre d'un concept que nous avons mis sur pied avec la station B7L9 que nous avons dénommé les chercheurs. La deuxième édition était les mères célibataires, défis et réalités du parcours. Ces femmes étaient chargées de nous partager leur vécu, leur réalité sur le territoire tunisien. Pendant comment elles arrivent à joindre le travail et l'occupation familiale avec leurs enfants. Et aussi partager leur expérience, leur mésaventures sur le territoire tunisien, vu que les enfants, pour la scolarisation de leurs enfants, pour soigner leurs enfants, pour tout ce qui les concerne comme difficulté en matière d'enfants, eux-mêmes leur situation sur le territoire tunisien, vu qu'elles ne sont même pas encore, elles ne sont pas ici de façon légale. La difficulté aussi d'avoir des papiers de soins pour les enfants et tout, c'est ce qu'elles nous ont partagé à ce moment. Défi et le troisième thème était aujourd'hui, donc nous réunis aujourd'hui, est défi et réalité du chercheur musulman durant le mois du jeûne Ramadan. Cette soirée a débuté par un iftar, un moment de partage fraternel et convivial pour la rupture du jeûne de nos frères musulmans et amis de Lion Earth pour l'humanité. Ça a été un moment symbolique. Je vous remercie pour votre attention. Merci. Là, c'était le secrétaire général de l'association Lion Earth pour l'humanitaire. Comme on le dit chez nous, il faut joindre l'utile à l'agréable. Et en ce moment, l'agréable serait de passer un peu de musique pour essayer de détendre l'atmosphère. Alors, est-ce que la technique est prête? Et pour cela, nous allons accueillir Jakarta, Jakis Jakarta, qui est un jeune artiste en herbe de la côte du Congo-Kinshasa. Jakis, bonsoir. Bonsoir, bonsoir, bonsoir. Toujours. Mais en forme na linga tayo. Des fois je fais un peu semblant, mais mon tête na linga tayo. Regarde-moi droit dans les yeux, tu verras l'amour qui rêve. Mbolingo motema motema konio, mbolingo ya solo, motema konio, mbolingo ya solo. A la vida, a la muerte. Sans plus attendre, nous allons passer la parole à Hadja, qui va essayer de nous parler de ses défis et ses réalités durant son parcours pendant le mois du Ramadan en Tunisie. Bonsoir Hadja. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je me présente Dramé Matina. Je suis. Il faut l'encourager avec une première. C'est pas toujours facile pour l'enseignement. Je suis une musulmane. Je suis une musulmane ivoirienne. Hadja n'a pas l'habitude de trop parler en public, donc là, il a fallu qu'on la convainque un peu pour qu'elle vienne nous expliquer quelles sont les situations par lesquelles elle passe. Donc c'est pas toujours facile, pour ça, je vais d'abord laisser Hadja reprendre ses forces, son courage, et je vais passer la parole directement à Saïf, qui est comorien. Bonsoir Saïf. Bonsoir Cécile et bonsoir tout le monde. Je me prénomme Saïfillah. Je suis des îles Comores et je suis en Tunisie, ça fait déjà 3 ans. Voilà. Oui, Saïf, aujourd'hui, quand vous êtes en Tunisie et vous êtes musulman,
déjà, je crois. Oui, je suis musulman, Je- pratiquant. Ok, musulman pratiquant en plus. Et là, nous sommes là pour parler des défis et réalités que soit vous avez vécu, soit votre entourage a vécu, d'une manière ou d'une autre, durant cette période du Ramadan. Excusez-moi parce que je suis un peu engorgé. Je crois que, comme tout être humain, une fois à l'étranger, il y a toujours de haut et de bas. Là, on est tous convaincus sur ce point. Surtout quand on parle dans ce mois sacré que nous, les musulmans, on tient beaucoup à cœur. Ici en Tunisie, on peut pas dire que tout passe en rose. Que ce soit dans le mois de Ramadan ou dans les autres mois, mais on va se spécifier juste dans le mois de Ramadan. Le mois de Ramadan, ici en Tunisie, ça passe un peu différent de chez nous, parce qu'on remarque comme si on nous éloigne un peu, on nous écarte un peu, alors qu'on est dans un pays qu'on devait se sentir vraiment chez nous, surtout nous les musulmans, parce qu'on est dans un pays qu'on dit, si ce n'est pas à 100% musulmans comme les Comores, mais peut-être à 90% ou 91%. Ici, c'est rare de voir une église ici, c'est rare de voir une cathédrale, je ne sais pas. Mais à tout moment, on voit des mosquées, on voit des gens qui parlent l'arabe. Moi, auparavant, je me disais qu'ici en Tunisie, il n'y avait pas de chrétiens. C'est ce que je me disais à ma tête. Mais une fois sur le terrain tunisien, j'ai remarqué qu'il y a des faux musulmans ou bien des musulmans qui se voient la face. Il faut qu'on se dise la vérité. Puisque un musulman qui voit un frère musulman et qui n'arrive pas à lui montrer cet amour qu'on nous a appris depuis notre école coranique, ça montre qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Je ne sais pas si c'est le madhabi qui est un peu différent, je ne sais pas, mais je me pose toujours la question, pourquoi cela? Pourquoi un musulman tunisien? Je ne veux pas dire que tous les Tunisiens, mais pourquoi un musulman tunisien ne considère pas un musulman comorien ou bien un musulman camerounais ou autre nationalité comme son propre frère, alors que c'est ce qu'on nous a appris. Je sais que le Coran est le même, le hadith est le même. On nous a appris le même hadith au Comores comme les hadiths en Tunisie. On nous a appris le même Coran au Comores. Je peux lire le Coran comme vous pouvez lire le Coran comme un Camerounais peut lire le Coran. Et ces questions-là, parfois, ça me choque. Puisque moi, je disais qu'on va vivre vraiment comme étant des frères. Et parfois, même dans les mosquées, on ne te dit pas que vas-y, sors de notre mosquée, mais il y a des signes qui montrent que ce monsieur-là ne veut pas que j'entre à la mosquée. Heureusement, nous les autres, tu dis entre ou pas, je sais que ce n'est pas ta maison, c'est la maison de Dieu, j'entre et je prie. Je m'en fous des autres. Parfois, on m'a même dit qu'il y a un frère subsaharien, on l'a chassé de la mosquée. Moi, j'ai vécu un jour, j'étais avec un frère de Togolais, on était à la mosquée. On voulait faire la prière de lance, on était à l'école et on est sorti pour aller faire la prière, aller tourner à la mosquée. Il y avait le sajda, ici on dit le sajda. Le frère a voulu prendre le sajda pour faire la prière. Il y avait un vieux monsieur, il a dit tu n'as pas le droit de faire la prière devant le sajda. Ce n'est pas son sajda, mais juste un sajda de la mosquée. Mais le monsieur a refusé, tu ne peux pas faire la prière. Heureusement, on était dévoués, on n'allait pas sortir à la mosquée. Donc on a fait la prière et on est sorti. Dans le mois de Ramadan, la difficulté qu'on rencontre ici, surtout c'est notre coutume alimentaire parfois, parce que nous les subsahariens, on a l'habitude de manger des trucs comme les maniocs, etc. Et ici, on n'en trouve pas. Ici, on n'en trouve pas. C'est pas la faute du pays. C'est peut-être une question de climat ou je ne sais pas, parce que si on ne trouve pas ce truc-là, alors qu'au Comores on trouve, au Sénégal, au Cameroun, et ainsi de suite. Et voilà, c'est peut-être un peu ça le problème qu'on rencontre, surtout sur l'accueil. L'accueil n'est pas aussi trop chaleureux. Je ne veux pas dire, je le répète encore, pas tous les Tunisiens, mais quand même on vit dans cela. Surtout dans ce mois de Ramadan qui n'est pas aussi bon à dire. On trouve parfois des subsahariens qui n'arrivent même pas à trouver de quoi manger. Il y a parfois ceux qui font la manche devant les mosquées. Et chez nous, au Comores, je vais prendre l'exemple de chez nous au Comores, ça n'existe pas. Même si on est à 100% musulmans, c'est vrai, chacun peut faire l'iftar puisqu'il est musulman. Mais même si tu as ressenti que ton voisin n'a rien à manger, tu le donnes ce que tu as, on partage. On cherche à savoir qui ne mange pas, qui ne boit pas, puisqu'on se connaît. Ici, on trouve nos frères,
subsahariens qui font la manche parce que la plupart, ce sont des musulmans, parce qu'ils n'ont pas à manger le soir. Et je m'arrête là, s'il y a d'autres questions, je suis prêt à répondre. Je m'excuse si je suis un peu dévié, merci. De rien, Saïf. Merci déjà pour les informations que vous nous avez apportées. Je ne sais pas, je vais revenir vers Hadia si elle peut nous dire quelque chose, vu qu'elle est une musulmane aussi pratiquante, mais ivoirienne. Hadia, tu peux parler maintenant? D'accord, tu as la parole. Bonsoir tout le monde. Je suis une musulmane de la Côte d'Ivoire. Bon, entre la différence de mois de Ramadan chez nous, si le mois de Ramadan s'approche, les pauvres, ils sont joyeux, ils sont généreux, ils sont contents parce qu'ils se disent quoi? Parce que ce mois-là, on a quoi à manger parce que le mois de Ramadan, dans la rue, il y a toute l'agriculture là-bas. En fait, elle est en train de dire, en Côte d'Ivoire déjà, musulmane de son état, elle est en train d'essayer de faire la différence entre la vie d'ici et celle de la Côte d'Ivoire. Parce qu'ici, on ne voit même pas si c'est le mois de Ramadan, on ne sent pas que c'est le mois de Ramadan. Et pourtant, chez nous, le mois de Ramadan, c'est un mois de l'amour et la paix et le pardon. On doit s'aimer vivant, comme le prophète a dit, que la paix soit sur lui et sa famille. Vraiment, nos frères et sœurs, ils sont sur la route. Ils sont fatigués. Ils n'ont pas à quoi manger. Vraiment, ça me fait mal au cœur. Je vous en supplie, pardonnez. Regardez-nous un peu. Le souffle. Vraiment, je vous remercie. On va dire merci à Hadia. Hadia qui a fait beaucoup d'efforts pour parler. Il faut déjà noter que Hadia ne parle pas constamment, et encore plus en public aujourd'hui, mais elle a voulu vous montrer la différence entre le mois du Ramadan en Côte d'Ivoire et le mois du Ramadan en Tunisie. Et comme elle a si bien dit, en Côte d'Ivoire, le mois du Ramadan, c'est un mois de paix, un mois de partage, un mois d'amour entre l'inconnu et le connu. Il n'y a pas de différence qui tienne. Tout le monde est semblable, tout le monde est pareil. Et aussi, pour ajouter à cela, je vais passer la parole à Léa, parce que comme on le dit toujours, il faut qu'on ait des avis un peu de partout. Léa, elle déjà, elle n'est pas musulmane, mais elle est chrétienne. Mais avec tout ce qui se vit en Tunisie, elle pourra aussi nous dire un mot par rapport à cela. Bonsoir Léa. Bonsoir tout le monde, bonsoir Cécile. Bonsoir. Je suis Léa Chérie, je suis chrétienne. Et vraiment, j'ai un peu un pincement au cœur parce que je me dis que le mois de Ramadan, c'est un mois vraiment d'amour et de pardon. Et très peu de gens ont très peu de connaissances des us et coutumes en Afrique. Et puis, il faut savoir aussi qu'il y a un malaise un petit peu économique en Tunisie depuis quelque temps. Donc, moi je pense qu'il faut peut-être aussi relativiser ces petits incidents qui arrivent, qui sont quotidiens, peut-être le vôtre dans le bus et autres. Ils sont pas... Je ne peux pas les inscrire un petit peu dans la vie quotidienne des Tunisiens parce que vous êtes d'une peau différente. Vous êtes quelque part pour les Tunisiens, pour certains Tunisiens, vous êtes un petit peu dans une inconnue, mais pas en tant que personne, une inconnue dans l'absolu, c'est-à-dire ils ne savent pas ce que c'est. Quand vous allez leur dire la Côte d'Ivoire ou la Guinée, Conakry, ou vous parlez du Togo et autres, ça ne leur dit rien, strictement rien. Bon, maintenant, les gens ne sont pas habitués, n'ont pas été éduqués pour d'ailleurs recevoir plus d'étrangers, en fait. Voilà. Mais de toute façon, je pense que si vous avez choisi de venir là, même si ce n'est pas un choix à 100%, ce choix-là est devenu effectif. Donc, comme l'a dit monsieur, donc, vous seriez peut-être les décideurs de demain dans votre pays ou dans votre région. Et de toute façon,
si vous habitez là, vous devez vous battre, c'est vrai, il faut se battre. Les Tunisiens se battent. Ils y arrivent, vous y arrivez pas, ça c'est autre chose, c'est un petit peu leur pays, leur terrain natal. Vous êtes là aussi, comme certains d'entre vous l'ont dit, pour chercher du pain, pour chercher une source de revenus, pour faire vivre ceux qui sont restés dans le village, hein, en pleine savane, un petit peu, dans la forêt, aux alentours des grandes villes, parce que dans les grandes villes africaines, moi j'en ai vu plein, il y a beaucoup de gens qui vivent bien. Et puis il y en a d'autres qui vivent moins bien. Voilà, merci. Merci. Je ne sais pas s'il y a une autre intervention. Ouais, bonsoir tout le monde. Bonsoir. Je suis professeur universitaire d'informaticien. Donc je m'appelle Athènes Nesta. Donc je travaille à l'université de Tunis, El Manar. Et là, donc j'ai plein d'amis qui sont de l'Afrique subsaharienne, plein. J'ai bien visité vos pays. Prochainement, je vais être en RDC. Moi, je pense qu'il y a quelque chose qui vient un petit peu de votre part, qui est la suivante. Moi, je roule un petit peu dans la journée, je ne reste pas dans un seul coin, que ce soit à l'université, que ce soit dans les quartiers, que ce soit... Je vois que les gens sont en train, ils sont retirés. Je dis bien les amis, un petit peu les frères, un petit peu qui viennent un petit peu de l'Afrique subsaharienne, etc. Donc, ils sont retirés. Ça, je le confirme. Même dans ma classe, moi je donne un cours aux gens de master de recherche, j'ai plus exactement deux personnes, et je les vois, ils ne sont pas impliqués. Mais ce n'est pas les Tunisiens qui les poussent, qui les chassent plutôt. Non, c'est eux, ils ont une façon de vivre un petit peu et de s'asseoir un petit peu l'un à côté de l'autre et ne pas être un petit peu parmi le groupe qui est de 15 personnes. Je réitère, moi je pense qu'il y a un caractère, et je le connais, et je l'ai vu, lorsqu'on voit un blanc en Afrique, au Bénin, au Burkina, à Bobo-Dioulasso, etc., etc. Donc, il y a cette histoire, écoutez, celui-là est un blanc. Ah, il est de l'autre côté. Nous, nous sommes des noirs, voilà, on est là. Et là, vous n'allez pas vous attendre à ce que les autres vont venir, vous dire, écoutez, on va prendre un café ensemble, on va manger ensemble, etc. Moi, je pense qu'il faut aussi, de votre côté, casser cette chaîne qui vous fait de vous un petit peu des ghettos en Tunisie, on les voit, les gens qui habitent toujours ensemble, les gens qui s'assoient dans une classe que ensemble, les gens qui essaient de travailler, ils essaient toujours d'être ensemble. La vie, c'est pas ça. Moi, lorsque je voyage, je vais parmi vous. Non, c'est très important aussi de mon caractère de comprendre. Et si je veux comprendre les autres, c'est moi que je dois y aller. Je dois partager leur plat avec eux. Mais c'est moi que je cherche. Mais ce n'est pas eux qui vont venir vers moi. Donc, regardez, on est en train de faire les choses à l'inverse. C'est moi que je cherche à comprendre la culture. C'est moi que je cherche un petit peu comment les gens vivent. C'est moi, etc. C'est moi. Je ne pense pas que ça, c'est de votre côté. Je ne peux pas généraliser. Non. Mais je le vois à la Marseille, je le vois à Lisbonne, je le vois à Ariana, je vois énormément de quartiers, je bouge dans une journée, je bouge énormément, et je vois que les gens, quand même, ils ont cette façon un petit peu d'écouter. Nous, ça y est, on a une couleur commune, donc on reste un petit peu de ce côté-là. Non, la vie comme ça, c'est pas comme ça. Je le répète encore une fois, c'est moi que je veux comment, au Cameroun, il prépare les plats. C'est moi que je demande à mon collègue de lui dire, ramenez-moi un petit peu chez vous pour manger vos plats. Et c'est normal, ça fait partie de ma culture. Et c'est ma partie de mon ouverture sur les autres. C'est pour ça que j'accepte tout le monde. Et je n'ai pas de frein dans ma vie pour dire, écoutez, celui-là il est du Burkina et celui-là non, celui-là est du Bénin, etc. Non, je suis loin de ça. Encore une fois, c'est moi que je cherche. Et j'arrive à... J'ai plein d'histoires, j'ai plein de cultures chez vous. C'est des choses extraordinaires. Vous parlez du mosquée là. Ça me paraît extrêmement bizarre. C'est quoi ça? C'est que ça veut dire quelqu'un, on ne laisse pas, on le chasse un petit peu de... Non,
moi, ça n'a absolument rien à voir avec l'éducation et la culture du Tunisien. Probablement une exception. Il ne faut pas qu'on la généralise. Parce que, vous m'excusez, je vais le dire, c'est un peu grave ça. Qu'est-ce que ça veut dire que quelqu'un ne vous laisse pas rentrer dans une mosquée? Non. C'est des choses inacceptables. Ça m'a bloqué tout à l'heure lorsque vous avez dit ça. Ça m'a vraiment bloqué. Merci. Voilà. Merci, c'est une triste réalité, mais quand même c'est vrai. Avant de passer la parole à M. Athènes, il y a Léa qui voulait répondre tout à l'heure, elle voulait rebondir sur ce qui a été dit tout à l'heure. Donc, après, nous allons passer la parole à M. Athènes. Ok, monsieur, comme vous avez dit que c'est nous, on doit s'approcher, nous aussi, on doit... je ne suis pas contre cela. Bon, moi, par exemple, je suis dans une cité. Et dans ma cité, il y a, comme on le dit, le syndic. Et le syndic, moi maintenant, ça va me faire à peu près 5 ans que je suis en Tunisie. Et depuis que je suis arrivée en Tunisie, c'est dans la même maison, je paye mes factures, je paye le loyer, je suis réglo. Mais par contre, s'il y a quelque chose dans les escaliers et que les dames, elle commence à dire, mais qui a fait ça, qui a fait ça? Il dit non, ce sont les Africains noirs qui ont fait. La dame, elle a dit non, c'est pas possible. Eux, je les connais depuis. Ils sont là, ils n'ont jamais fait quand il y a les caméras partout. Et moi, je vais, quand le syndic qui vient taper à ma porte, et puis je commence à parler avec lui. Je dis non, papa, c'est pas possible, parce que nous, on nous a appris la propriété, et on nous a appris comment prendre soin d'une maison. Je ne peux pas comprendre que je vais venir mettre les trucs dans le couloir. C'est un jour, il a fait la caméra et il voit que c'est la voisine qui fait ça. Et il a dit à la dame que tu avais raison. Et à chaque fois que moi je le vois, bonjour papa, il ne répond pas. Bonjour. Mais c'est sa femme. Un jour, elle m'approche. Elle dit non, laisse, c'est comme ça, il n'aime pas les Africains noirs. Vous allez dire quoi? Que c'est parce que je ne m'approche pas de lui qui ne m'aime pas. Non, il a déjà quelque chose bloqué dans la tête. Vous comprenez? Il a quelque chose déjà bloqué dans la tête. Donc je ne peux pas encore aller, du fait que je vais vers lui pour lui dire un papa, chez nous, un papa c'est quoi? C'est déjà un respect. Tu le prends déjà comme quelqu'un que tu respectes. Quand tu dis à quelqu'un papa, tu le respectes automatiquement. Mais quand tu lui dis bonjour papa qui ne répond pas à chaque fois, qu'est-ce que toi tu dois faire? Tu coupes aussi carrément. Quand tu le vois, tu les dépasses. Mais c'est sa femme, un jour, elle a vu qu'on était différents. Parce que nous, on se dit qu'on n'est pas dans notre pays, mais on essaie de s'adapter à tout le monde. Tous les Tunisiens qui sont avec nous dans notre blog, ils nous aiment autant que nous les aimons. Quand on les voit, bonjour monsieur, bonjour madame, on se salue. Mais le syndic, lui, non. Mais vous n'allez pas me dire que c'est parce que je ne m'approche pas de lui qui ne m'aime pas. Ça, c'est... Je ne peux pas admettre ça. Franchement. En fait, j'aimerais toujours rebondir dans le même sens, comme tout à l'heure, monsieur, vous avez dit que voilà, quand vous arrivez en Afrique subsaharienne, vous cherchez, c'est toujours vous. D'accord, je vous l'accorde. Mais est-ce qu'une seule fois, quand vous êtes parti en Afrique subsaharienne, qui vous a amené? La personne qui vous a amené, est-ce qu'elle vous a lâché nous? Non, je ne pense pas. Pourquoi? Parce qu'en Afrique subsaharienne, je prends la parole là en tant qu'une Africaine subsaharienne qui vit sur le territoire tunisien. Ce qui se passe, c'est quoi? En Afrique subsaharienne, on est accueillant. Ça, c'est une éducation depuis la base. Quand quelqu'un arrive, tu l'accueilles. Quand quelqu'un arrive, tu ne veux pas savoir son nom, tu ne veux pas savoir d'où il vient, tu ne veux pas savoir où est-ce qu'il va, mais tu prends de l'eau, tu lui remets d'abord. Tu l'embrasses d'abord, tu lui donnes d'abord une chaise et tu lui demandes des nouvelles. Parce qu'on ne sait jamais, cette personne peut venir comme ça, elle est malade. Mais si tu ne lui donnes pas la main pour qu'elle te dise « je suis malade », alors jamais vous ne le saurez. C'est juste pour vous dire, peut-être les subsahariens sont dans leur coin, mais jusqu'à preuve de contraire, la Tunisie reste le pays. Alors jusqu'à preuve de contraire, la Tunisie reste le pays là, ceux-là qui doivent quand même tendre la main à ces personnes qui viennent de partout, en ayant espoir qu'un temps soit peu, d'une manière ou d'une autre, ils pourront trouver ce qu'ils recherchent. Merci. Je vais passer la parole à... Ok. Bonjour à tous. Bonjour. Merci pour la parole. Moi, j'aimerais juste intervenir d'un côté. Moi, je pense que les côtés, c'est les côtés des étrangers, des Tunisiens aussi.
Les Tunisiens ont cette difficulté-là de parler français. Je ne parle pas de généralement, mais la majeure partie des Tunisiens ont cette difficulté-là de s'exprimer mieux en français. Ça, ce qui fait que nous aussi, on a la seule langue qu'on parle mieux, c'est le français. Et aussi, cette difficulté-là fait qu'on arrive aussi à s'intégrer au niveau de la communauté tunisienne. Mais moi, je me souviens, il y a une maison dans louée à l'Ariana. On avait tout un problème avec la BRS. Pourquoi? Parce qu'on n'arrivait pas à communiquer bien, en fait. Elle parlait en arabe, moi je parlais en français. Imaginez-vous un peu, on ne s'entendait jamais sur ce côté-là. Donc c'est ça aussi. Les problèmes de notre côté et les problèmes aussi de l'autre côté tunisien par rapport à la communication, plutôt la langue, en fait. C'est un peu ça ce que moi j'aimerais un peu rajouter sur tout ce qui a été dit. D'accord. Je crois que je vais passer la parole à Hatiam. Merci beaucoup. Quelques phrases en fait, pas d'analyse, mais je voudrais quand même rappeler qu'en 2011, en Tunisie, nous avons reçu à peu près 100 000 Libyens qui avaient quitté leur pays à cause de la révolution contre Kadhafi et qui sont venus un peu partout en Tunisie. Et ils ont été très bien reçus, que ce soit à Kérouan, à Sfax, à Nîmes, à Tunis, et vraiment ils se sont installés dans le pays. Quelle est la différence entre cet accueil qui a été fait aux Libyens et l'accueil qui est fait aux Africains subsahariens? Je crois que la différence, elle réside dans les moyens. C'est-à-dire que tout à l'heure, Hatem Ben Sna qui parlait, et Mohamed également, ils ont posé cette question des moyens. C'est-à-dire c'est une communauté qui est composée pour l'essentiel d'étudiants et également de chercheurs qui cherchent vraiment à tirer leur épingle du jeu. Et ce côté-là est très important. Je crois que c'est ce qui bloque parfois dans les relations, à part la question de la langue que vous avez très bien posée maintenant. Mais ce que je pourrais dire à ce niveau-là, c'est que nous manquons aujourd'hui de structures d'hospitalité. Et nous manquons aussi de réflexion sur la notion même d'hospitalité. Les Tunisiens sont un peuple qui voyage, qui s'installe à l'étranger et qui parfois prend la nationalité du pays étranger. En 2011, lorsque des bébés sont nés dans des camps dans le sud de la Tunisie, à mon sens, il aurait été naturel de leur donner la nationalité tunisienne immédiatement. Et il est naturel aujourd'hui que des Africains subsahariens qui sont installés depuis suffisamment longtemps puissent prétendre à cette nationalité. Naturellement, quasi mécaniquement. Mais malheureusement, la question ne se pose pas. Et c'est une défaillance grave de la part de la Tunisie, et de tous les Tunisiens, et de notre système. Parce que la question, elle est dans le système. Comme il y a des maisons d'accueil pour les femmes célibataires, il peut y avoir des maisons d'accueil pour les femmes célibataires subsahariennes en difficulté. Et elles doivent naturellement être organisées et gérées par des Tunisiens. Moi, j'ai tendance toujours à prendre l'exemple d'une église en Europe. Parce qu'en Europe, c'est l'église qui est en première ligne, avec des associations. Et les associations qui sont très actives, elles sont également des associations tenues par l'église. Et c'est très important de trouver un équivalent en Tunisie, qui soit séculier ou qui soit religieux, ce n'est pas un problème, mais que l'on puisse d'abord penser l'hospitalité, ensuite créer les structures qu'il faut pour cette hospitalité, et troisièmement, à ce moment-là, intégrer véritablement, parce qu'il y a quand même ce mur qui fait qu'il n'y a pas de problème d'intégration qui se pose. Personne ne sera intégré, quasi mécaniquement. Et c'est dommage, parce que la Tunisie passe à côté d'une chance énorme, et vous entendrez d'ailleurs les Tunisiens, y compris les plus racistes parmi eux, qui vous diront que les Africains subsahariens, c'est des gros travailleurs, et ils sont très sérieux, et ils sont à l'heure, et ils se donnent un maximum, et en plus ils sont mal payés. Et vous l'entendez très fréquemment. Alors aujourd'hui, je pense que vous avez des droits naturels sur ce pays, puisque c'est votre pays de résidence, et que ces droits, il faut savoir les revendiquer. Que ce soit par le biais d'associations d'Africains subsahariens, ou bien d'associations tunisiennes qui font le travail. Et je termine en vous disant que nous avons organisé depuis 3 ans ici, ça a été interrompu à cause de la Covid, avec nos amis de Caritas, chemin en partage qui consistait à avoir une table de concertation
tel problème n'arrive pas à l'oreille de n'importe quel Tunisien. Généralement, vos seuls interlocuteurs sont des autorités ou bien certaines associations de bonne volonté. Il faut multiplier les échanges pour pouvoir faire remonter votre parole par le biais de personnes qui peuvent avoir un peu d'influence ou bien de petites structures de bonne volonté qui peuvent avoir de l'influence. Je crois que d'une part, comme disait Mohamed d'ailleurs, il y a une défaillance de la part des Africains subsahariens qui sont dans une position attentiste parce qu'ils ne revendiquent pas tous leurs droits, et il y a une défaillance du côté des Tunisiens qui n'ont pas intégré encore cette notion d'hospitalité ouverte, intégrante et véritable. Voilà, c'est ce que je voulais dire, et je crois que nous sommes ici dans la bonne direction. Merci Athènes. Je ne sais pas s'il y a une personne qui aimerait prendre la parole dans la salle. Bien le bonsoir à tous. Moi c'est Joseph Bala, le représentant de l'association Lion Heart Humanitaire. Là je vais essayer d'aller sur une remarque que j'ai pu faire juste pour ce Ramadan, ce mois du Ramadan. Je vais commencer déjà par la dame qui a été violemment agressée. Ça ne fait même pas maxi 2 semaines. Cette dernière, justement, vaquait à ses occupations. Et comme vous le savez tous, les Tunisiens ont l'habitude de finir de couper le Ramadan pratiquement très tard dans la nuit. Donc on parle là de 3h, 4h du matin. Et il y a justement d'autres qui ne passent pas, qui ne se reposent pratiquement pas et qui attendent de faire au courant de la journée. Et il savait que celle-là a été, elle est tombée malheureusement au piège justement de ces derniers et elle a été violemment agressée et poignardée même à la limite. Et aujourd'hui sur Facebook, elle fait pratiquement la une. En dehors de ça, moi également, personnellement, j'étais en train de faire une autre réunion avec les membres de l'association où nous avons eu la présence de certains jeunes Tunisiens qui sont venus avec, je ne sais pas comment ils appellent ça ici, mais en tout cas, c'est des trucs qui essaient de faire d'énormes bruits pour introduire dans des vêtements, dans nos vêtements, pendant que nous étions en train de faire la réunion, tout en sachant que nous n'étions pas les seuls dans ce café. Mais c'est à nous qu'ils ont eu à le faire. Alors, en dehors de ça encore, je vais aller un peu plus loin. Dans les rues de Tunis, lorsque on se retrouve après la cassure du Ramadan, nous avons certaines agglomérations des jeunes Tunisiens qui se font un très grand plaisir excusez-moi du terme, mais c'est ce qui est, de passer le temps à tapoter les fesses des femmes subsahariennes. Tout simplement parce que ça leur fait plaisir. Et lorsque une d'entre elles se retrouve en train de riposter, ils profitent de l'opportunité pour essayer justement de lui faire un peu du n'importe quoi. Et en ce qui concerne les hommes comme nous, lorsque un d'entre nous se retrouve en train de venir au secours de cette dernière, il se retrouve brusquement lapidé par des pierres et tout ce qui va avec. Alors, vous allez m'excuser, c'est parce que je n'ai pas une réponse claire à tout ce que je viens d'illustrer, mais j'aurais bien souhaité que si, parmi nous, qu'il y ait une personne un peu plus avisée qui comprend un peu mieux le sens de ce que je suis en train d'illustrer et qui souhaiterait si bien m'apporter une réponse, j'en serais très ravi. Avant peut-être que je ne puisse donner un peu ma perception des choses en allant dans ce sens-là. Merci. Déjà, il a noté que l'incident dont parle le représentant de l'association Lion Heart Humanitaire passé, j'étais présente, et déjà il faut noter qu'il y avait assez de grandes personnes dans ce café, des personnes âgées,
des adultes. Mais personne n'a levé le petit doigt. Personne n'a toussé. Entre-temps, ce pétard a été jeté juste dans nos vêtements. On parle là d'un truc qui va exploser. C'est-à-dire, il y a du feu. Et là, c'est juste au-dessus de nos têtes. On ne peut pas imaginer l'accident qui aurait pu être. Parce que qu'on le veuille ou non, c'est un peu une arme blanche. Mais ça a été fait. Et personne dans ce café n'a réagi. C'est-à-dire, c'est passé tellement tranquillement, comme si c'était normal. Pourtant, ça ne l'était pas. Bien qu'ayant parlé, bien qu'ayant discuté, on a dit, c'est pas normal et tout, et on nous regardait comme des perdus. Comme si, bah, qu'est-ce que vous êtes en train de raconter? Ça continue à boire le café, ça continue à fumer, ça continue à poser. Et là, on avait quelqu'un à qui on venait de lancer un pétard et qui avait explosé et qui après te disait « j'ai des violents maux de tête ». Parce que là, ça explosait juste au niveau de son oreille. Moi, je pense que vous ne connaissez pas bien la Tunisie. Merci. Voilà. Veuillez nous expliquer. Voilà, donc, parce que ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est pas un truc qui est envers les subsahariens, c'est-à-dire les subsahariens. Ça, très malheureusement, non, je partage avec vous, faites attention. On n'a pas dit que je vous... Non, ça c'est... Nous aussi, personnellement, je suis très étonné par ce comportement. Je prends le cas de notre collègue, aussi ça s'est passé pour des Tunisiennes. Et personne n'a réagi. Donc, non, c'est pas ciblé. Non. On l'a très bien vu dans la société. C'est un phénomène grave, je ne sais pas comment vous dire encore, pire encore, que des moments, hein, donc la police n'intervient même pas. Donc, c'est pas orienté vers vous. C'est un phénomène, oui, c'est le Tunisien, il est venu comme ça. C'est un peu de l'égoïsme si c'est pas trop. Et voilà, qu'il se casse la gueule et laissez-moi tranquille. Ça, c'est. Mais je le confirme, non, ça n'a absolument rien à faire avec vous. J'en connais plein d'histoires de Tunisiennes. Moi, je pense que. C'est plein. Je pense que depuis une bonne dizaine d'années, le ratio de la délinquance ici en Tunisie, il a carrément augmenté, hein, du simple au double, si je puis dire. Vous en faites quelque part les frais par des faits un petit peu divers, je dirais. Heureusement que c'est pas tout le monde de la communauté subsaharienne qui est sujet donc à tous ces agacements, tous ces moqueries, si je puis dire, parce que c'est des moqueries déguisées, j'imagine. Mais je ramène cela à ce que j'avais dit au tout début de mon intervention, la première. Il y a un manque de connaissances, en fait, mais il y a aussi des circonstances. C'est-à-dire que le peuple tunisien, quelque part, qui est un peuple accueillant, c'est-à-dire, c'est pas nous qui le disons, quelque part nous le vivons, mais c'est des étrangers qui viennent ici, c'est des étrangers qui reçoivent aussi chez eux les Tunisiens, mais les Tunisiens, il n'y a pas que uniquement des hommes et des femmes, il y a des jeunes, il y a des adolescents, il y a des délinquants, il y a aussi un petit peu, vous représenteriez peut-être un petit peu une inconnue. Moi, j'en suis intimement convaincu. Quand j'ai fait mes premières visites en Afrique subsaharienne, j'étais le toubab, hein. Je vais vous dire. Quand j'allais en Gambie, quand j'allais au Sénégal, quand j'allais au Mali, c'est le toubab. Et on me regardait, je vais vous dire, mais autrement, on me regardait parce que j'étais blanc et j'avais peut-être de l'argent. Maintenant, vous intégrez la société tunisienne pour vivre, et tant mieux, parce que je suppose que la plupart de vous tous, vous avez certainement une activité dans la journée quelque part, tant mieux. Mais ça ne va pas sans ces contrariétés, je dirais, à l'échelle sociétale. C'est-à-dire, vous passez par un quartier, moi j'en sais rien, je vais dire une bêtise, du côté de Sidi Daoud ou du côté de Ain Zagouan, où il y a une densité de population incroyable, où les jeunes et les adolescents, ils ne sont pas
c'est-à-dire que les autorités tunisiennes, la police et autres, ne font pas grand-chose. Ou alors, ils ont peut-être fait leur choix. C'est-à-dire que le choix de venir à l'aide de gens comme vous, il n'est peut-être pas primordial. J'en sais rien. Mais si vous me le dites, et de nouveau, donc ce qui vous est arrivé, madame, dans le bus, c'est vrai, c'est pas une nouveauté, c'est regrettable, ça arrive dans d'autres pays qui accueillent des étrangers, c'est peut-être quelque chose de non avoué, mais de non avoué de gens qui sont quelque part, qui n'ont pas toute cette culture, la connaissance de l'autre. Et je vais vous dire, autour de moi, quand je fais de temps en temps des conférences sur l'Afrique subsaharienne que je visite très souvent, les gens n'ont aucune idée. La seule idée qu'ils ont de l'Afrique subsaharienne, c'est un petit peu quand ils voient ça à la télé, à travers les chaînes françaises ou autres, qui est un petit peu embellie par la focale de la caméra. Et donc, ce dont vous parlez, monsieur, le partage de l'iftar, le partage de la tabaski, par exemple, oui, ça existe, mais ça existe ici aussi. Mais c'est vrai que ça ne se voit peut-être pas, mais ça existe. Et c'est vrai que nous tenons aussi au partage de la fête de Eid al-Adha. Nous tenons aussi au partage de la fête de Ramadan. Et vous l'avez dit tout à l'heure, madame, dans votre bloc, dans votre immeuble, vous êtes amis avec quelques voisines et voisins. Donc, heureusement, tout le monde n'est pas comme la dame qui a laissé les ordures, peut-être des immondices ou autres, sur le palier de votre immeuble. Malheureusement, les adolescents, ben oui, voilà, je dirais adolescents et puis des jeunes, peut-être pas tout à fait adolescents, ça arrive, et c'est vrai que ce que disait mon voisin à propos une pseudo-ghettoisation, c'est-à-dire quelque part, c'est vrai, c'est un peu naturel, hein. Nous, on fait la même chose quand on part en France, on va se retrouver un petit peu entre Tunisiens. Par exemple, hein, donc c'est un peu naturel que vous vous retrouviez un petit peu entre vous. Mais aussi l'intégration devrait prévaloir et se faire accepter par les Tunisiens pour vivre ensemble. Voilà, madame. D'accord, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre qui aimerait prendre la parole. Si vous pouvez lui passer le micro. Bonsoir, en fait. Bonsoir. En fait, si j'essaie de comprendre ce qu'on essaie de nous expliquer, la délinquance juvénile, c'est partout dans le monde. Je connais que même aux États-Unis, c'est plus grave que ce qu'on voit en Tunisie. Mais en fait, ce qu'on essaie de nous expliquer, je n'arrive pas à comprendre, en fait. C'est le faille, c'est le côté de la police qui n'arrive pas à poursuivre, en fait, ou à recadrer, en fait, les jeunes qui commettent la délinquance. Là, ce côté-là, je ne comprends pas. Et on nous parle de la France, donc il y a aussi ces cas-là, je ne refuse pas, c'est partout. Mais au moins, peut-être la police française, si au moins il y a un cas, il peut au moins intervenir. Moi, je me souviens, ma deuxième année en Tunisie, j'ai eu une voisine qui a été violée par un Tunisien, un taximan tunisien qui l'a amené à une destinée, mais la personne n'arrivait pas à retrouver l'endroit. Alors, ma colocatrice a été violée dans les taxis. Alors qu'elle est rentrée, elle a eu au moins le courage de me dire. On est allé à la police, c'était, je pense, aux alentours des 11h ou 12h. On a posé les problèmes à la police. La police nous dit de repasser les après-midi. Ma mère est docteur, en fait. Au moins, elle nous parle des cas de viol, comment ça se passait. Je savais que c'était le temps, en fait, favorable, que la fille, elle a encore des souvenirs, elle peut au moins parler. Elle nous dit de repasser les après-midi quand je ne sais pas qui sera là. On est rentré à la maison, les après-midi on est repassé. J'ai même dit à ma colocatrice de ne pas se laver, d'attendre. On est allé, la police tunisienne dit c'était où, c'était quoi et tout. Bon, repasser demain matin. Ça m'a beaucoup découragé, ça m'a beaucoup touché. Et même quand elle n'a même pas fini les études, ça l'a tellement traumatisé qu'elle a demandé à ses parents de rentrer. J'ai un autre cas de ma cousine personnelle. Elle habitait Riyad, l'Andalous, à l'Ariana.
Et à chaque fois qu'elle venait me voir au centre-ville, en rentrant dans le métro, il y avait des Tunisiens qui la doigtaient. À chaque fois qu'il allait poser les problèmes à la police disait toujours repasse après, c'était qui, dis-moi qui, je sais pas, le problème c'est la faille, le faille c'est côté police ou c'est. En fait, on veut généraliser pour dire même en France ça se passe comme ça ou même aux États-Unis ça se passe comme ça. Je sais pas un peu si on peut m'éclairer sur ces côtés-là. Le faille c'est le côté police ou c'est une généralisation mondiale en fait. Bonsoir, chère famille. Moi, je pense qu'on doit taper dur là-dessus. On doit taper dur dans le sens, comme je le disais à mon frère qui est tunisien aujourd'hui, il m'a appris comment je dois me comporter ici en Tunisie. Je vous dis, c'était un Tunisien, un Djebien. Il m'a appris comment je dois marcher. Si aujourd'hui nous sommes en train d'en parler, il faudrait que ça change. Je bénis Dieu, je n'ai pas encore vécu cela. Mais imaginons si ça arrive à nos enfants, comment on va réagir. Je pense que si aujourd'hui nous sommes en train de parler de ça, je pense que ça doit changer. Je n'ai pas encore vécu l'agression. Parce qu'il m'a dit, voilà comment, à telle heure tu dois rentrer chez toi. Pendant le mois de Ramadan, il me dit, voilà comment tu dois marcher. Donc, ce que moi je peux dire à nos responsables ici, on doit taper dur. Il ne faudrait pas qu'on le dise dans notre bouche, mais il faudrait qu'on le dise dans notre cœur. Il faudrait qu'on le dise, il faudrait qu'on réagisse en tant qu'étrangers, nous tous, parce que nous sommes tous des étrangers ici. Comme le frère vient de le dire, je n'ai jamais pris de micro, mais ce que le frère est en train de dire, ça m'a vraiment touché. Il faudrait qu'on tape dur. Il faudrait qu'on prenne des décisions. Il faudrait que ça change. Mais comment? Arriver à la maison. Si vous êtes responsable dans une entreprise, il faudrait qu'on donne conseil à nos jeunes. Moi, j'essaie de donner des conseils à mes frères jeunes suisse-aériens. Quand je monte dans un taxi ou je montre dans un louage, quand je vois que le monsieur au louage, il dit des propos blessants, j'essaie de m'arranger, soit de descendre ou d'accepter ce qu'il est en train de dire pour dire qu'il faudrait que ça change. Il faudrait qu'on prenne des décisions pour que ça aille où ça doit aller. Voilà ce que je voulais dire. Merci. Merci, là c'était Juliette, membre de l'association Lionheart pour l'humanitaire. Merci. Est-ce que dans votre intégration, dans votre vie, est-ce que vous apprenez le tunisien sur le tas, donc sur le terrain? Sur le terrain, ou alors vous suivez des cours de langue aussi, parce qu'on dispense aussi dans certains instituts le tunisien, qui est une langue vernaculaire. Et moi, si je devais vivre, que ce soit au Gabon, au Togo, au Bénin, je réfléchirais tout d'abord à m'intégrer par la langue aussi, pour pouvoir communiquer. Quoique, quand vous venez ici en Tunisie, puisque la Tunisie est considérée comme un pays francophone, si je veux dire, donc une ex-colonie française, un peu comme une bonne partie de l'Afrique de l'Ouest. Moi, je fais un petit peu la différence entre tous les pays qui sont de l'Afrique de l'Ouest, subsaharien et l'Afrique centrale, équatoriale, si je puis dire, avec le Gabon, les deux Congo, la République Centrafrique. Et donc, quelque part, il faudrait aussi donner le conseil à tous les jeunes subsahariens qui viennent en Tunisie de passer aussi par l'apprentissage de la langue, de communiquer, c'est vrai. Je sais que
la plupart d'entre vous font de gros efforts dans leur métier, dans leur quotidien, pour parler comme les Tunisiens, Artine el Khobz, nerf au taxi, voilà, c'est un petit peu toutes ces phrases-là. Et croyez-moi que dans le subconscient du Tunisien, ça casse une certaine barrière, c'est-à-dire que vous montrez que vous parlez un peu la même langue. Voilà, un petit détail. Voilà. Merci. Sur ce point, je vais devoir vous répondre parce que déjà, il y a un truc dans l'association humanitaire, on a un partenariat avec BCT9 et nous offre des cours d'arabe ici, que normalement nous avons l'habitude de faire avec tout ce qui est à faire, il y a eu à peu près. Mais ici déjà, ils offrent des cours d'arabe gratuitement. Et ce ne sont pas des cours d'arabe, je vais dire, un peu du quartier, c'est vraiment de la haute classe. Oui. Et là, on se sent plus en famille parce que la prof, elle est assez gentille, assez ouverte d'esprit, et elle tend la main à tout le monde. Donc directement, quand on arrive, on se sent plus en famille. On ne se sent pas à l'école, on ne se sent pas chez autrui, mais on se sent chez soi. Parce qu'elle a tout ce qu'il faut à faire. Et déjà, s'il faille, comme vous répondez aussi dans l'autre point, c'est quoi? C'est que si la majorité des subsahariens n'apprennent pas peut-être l'arabe, c'est pas parce qu'ils ne veulent pas, mais c'est qu'il y a parfois certains établissements qui n'ouvrent pas d'ailleurs ces cours, vous voyez. Et il y en a aussi certains établissements qui offrent ces cours, mais avec un taux très élevé. Imaginez-vous, je suis un chercheur, je dois me battre pour mon loyer, je dois me battre pour ma nutrition, je dois me battre peut-être pour mon enfant, je dois me battre pour ma famille au pays, et il va falloir que je paye des cours d'arabe, peut-être qu'ils vont se livrer à 500 dinars le cours. Comment je fais? Alors je reste basta au quartier, et je ne dis plus rien. Ce qui se passe, c'est quoi? C'est comme on a dit tout à l'heure, si les Tunisiens nous offrent cette occasion-là d'apprendre l'arabe, on va sauter sur l'occasion. Et de ce cas, je profite pour annoncer à tous ces subsahariens qui sont ici que la station BCT9 offre des cours d'arabe à tous les subsahariens qui veulent apprendre ou étudier l'arabe de manière courante. La porte est toujours grandement ouverte à BCT9 et toujours en partenariat avec le Lionheart pour l'humanitaire. Nous serons déjà très ravis de vous recevoir ici, nous, subsahariens, et avec nos frères tunisiens de BCT9. Merci. Je vais directement passer à la conclusion parce que je crois que nous sommes déjà là, à la fin. Alors, ce qui a été pour ce soir, c'était les chercheurs, leur réalité, leurs défis durant le mois du Ramadan, ces chercheurs qui sont des musulmans, ces chercheurs qui sont des musulmans pratiquants et d'autres qui sont des musulmans non pratiquants, qui sont nombreux, qui sont là dehors, qui n'ont pas de quoi manger, qui n'ont pas où s'abriter, qui n'ont même pas de quoi se vêtir, mais qui tous les matins veulent bien pratiquer ce que leur prophète leur a demandé de pratiquer, mais ne peuvent pas le faire parce qu'ils ont faim, parce qu'ils ne peuvent pas couper le jeûne. Aujourd'hui, ce que nous faisons appel à toutes ces personnes-là, de près ou de loin, à toutes ces personnes du corps religieux, de venir et d'écouter, d'entendre ces cris, parce que je crois que la religion est la première chose qui nous réunit. C'est l'amour. Et quand il y a l'amour, on peut faire de grandes choses. Quand il y a l'amour, on ne peut rien ne peut nous dépasser. Aujourd'hui, nous avons touché beaucoup de thématiques, mais il fallait que nous revenions sur cette thématique qui nous a rassemblés, celle de la religion islamique, le ramadan du subsaharien en terre tunisienne. Est-ce que c'est facile? On vous dira non, c'est pas facile. On n'est pas chez nous, on n'a pas nos familles, on n'a pas de quoi manger, mais nous aimerons, un temps soit peu, que nos parents, nos amis tunisiens, ceux-là qui ont accepté de nous accueillir sur le territoire, de prendre soin de nous, de se dire que peut-être on a laissé nos pays, peut-être on a laissé nos familles, mais une chose est sûre, nous ne sommes pas seuls. Parce que si nous sommes ici, il y a des humains qui vivent en Tunisie. Et s'il y a des humains en Tunisie, il y a des cœurs. Et s'il y a des cœurs, on suppose qu'il y a l'amour. Et s'il y a l'amour, il y a du sang rouge qui coule dans tous nos veines. Merci beaucoup. Bonsoir. Alors, je vais repasser la parole à Love pour que Love nous anime pour cette sortie. Love. Merci.
veut qui dit love, c'est ton souper, si ton cœur